Wits it gets it, c'est ta chance pour ton ouverture. Alors bonne chance, l'arène est à toi. Très bien, cool, je vais démarrer un chrono. Il y avait beaucoup de choses là. Mais d'abord, je veux voir si nous allons garder la même énergie du rasoir d'Occam, qui est celle qui nécessite le moins d'hypothèses. Bien sûr, c'est terrible pour le modèle du globe. Mais il y a une chose que je veux aborder très rapidement et qui pourrait mettre fin à toute cette discussion. En fait, cela chevauche le problème de la gravité. Il a dit que la gravité est une masse qui attire la masse, ce qui n'est objectivement plus le cas. Cela ne peut pas être le cas. La Terre, littéralement, ne peut pas être une boule qui tourne autour du Soleil avec une masse attirant la masse. La mécanique newtonienne ne peut pas exister. Et je suis sûr que nous y reviendrons. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à l'invoquer, mais une chose que je tiens à souligner, et qui à mon avis est un moyen facile d'avancer et de mettre fin à la conversation, est que nous avons un champ électrique sur la Terre. D'accord? Nous avons donc un champ électrique uniforme. Il est vertical sur la Terre, et vous pouvez mesurer le champ électrique, d'accord? Il a des lignes équipotentielles, c'est 100 volts par mètre, ce qui signifie qu'il y a une augmentation égale de potentiel tous les mètres. C'est 100 volts, d'accord? Il y a donc des lignes équipotentielles dans un champ électrique vertical sur la Terre, et c'est uniforme. C'est physiquement impossible sur une sphère. Vous pouvez prendre une sphère conductrice et la mettre dans un champ électrique, et comme la charge est distribuée radialement, elle ne sera pas uniforme, c'est un fait. Il n'est pas possible d'avoir un champ électrique uniforme sur une sphère. Ainsi, le champ électrique que nous observons sur la Terre prouve que la Terre n'est en fait pas une sphère, car encore une fois, il y aura une distribution radiale sphérique de la charge. Ce que vous auriez, ce sont des cercles concentriques qui servent de surface ou ligne équipotentielle, et vous n'auriez alors pas de champ électrique uniforme. Maintenant, juste pour lire Feynman ici, pour l'expliquer, une autre chose qui peut être mesurée, en plus du gradient potentiel dont nous venons de parler, est le courant dans l'atmos. La densité de courant est faible. Une dizaine de micro-ampères traverse chaque mètre carré parallèlement à la Terre, qui n'est évidemment pas un isolant parfait. Et à cause de cette conductivité, un petit courant provoqué par le champ électrique que nous venons de décrire passe du ciel vers la Terre, d'accord? Et vous pouvez le mesurer. En fait, vous pouvez en faire fonctionner un générateur. Maintenant, la question serait la suivante. S'il y a constamment un courant électrique descendant sur la Terre, cela créerait-il un biais descendant? La pression électrique descendante serait-elle causée par le courant électrique descendant? La réponse est bien sûr que oui. Nous aurions un biais vers le bas, car il y a toujours un courant électrique descendant. Pour être plus précis, bien que la densité du courant électrique dans l'air ne soit que de quelques microampères par mètre carré, on a de nombreux mètres carrés à la surface de la Terre. Le courant électrique total atteignant la surface de la Terre à tout moment est presque constant à 1800 ampères. Ce courant, bien entendu, est entre guillemets positif. Il transporte une charge positive vers la Terre. Nous disposons d'une tension d'alimentation de 400 000 volts avec un courant de 1800 ampères, une puissance de 700 mégawatts à tout moment. Maintenant, c'est en supposant que la taille de la Terre est en fait plus grande que cela. Donc pour décomposer cela, j'espère que tout le monde me suit. Les gens appellent le fait que les choses tombent la gravité. C'est prétendument l'effet de la gravité. C'est le petit g, c'est 9,8 mètres secondes carrés. Ce n'est pas la gravité qui est à l'origine de la chute des choses. Ce sont les choses qui vont vers le bas. Vous pouvez réellement résoudre ce problème avec une équation cinématique. Vous pouvez réellement résoudre ce problème en utilisant la loi de Coulomb. Il existe une équivalence qui a été prouvée dans la nature électromagnétique de la gravité, selon un article rédigé par Constantine Meiss, qui a siégé au conseil d'administration de l'Institut de physique nucléaire. D'accord? Que vous pouvez réellement avoir une équivalence avec l'électrostatique. Maintenant, il est important de noter que tout ne tombe pas à 9,8 mètres secondes carrés. C'est un abus de langage. On enseigne aux gens que tout tombe au même rythme et que la masse attire la masse. C'est une manière très simple d'expliquer les choses aux gens quand ils sont jeunes à l'école. La réalité est que les choses chutent à des rythmes différents. Quelle coïncidence si le champ électrique créant le courant électrique est presque constant, tout comme la vitesse à laquelle les objets tombent. Cela explique donc les choses qui tombent sur la Terre et pourquoi il y a un biais vers le bas, pourquoi il est presque constant, mais qu'il fluctue. Les gravamètres ont prouvé que les choses tombent à des rythmes différents pendant les orages et la masse et la gravité entre guillemets ont été exclus comme explication possible. J'ai tous les papiers. Je le déposerai puisque c'est demandé. Cela élimine donc l'affirmation sphérique. Vous ne pouvez pas avoir un champ électrique vertical uniforme avec des surfaces équipotentielles sur une sphère.
ce qui est physiquement impossible. Cela vous donne le biais électrique descendant. C'est mesurable, montrant que les choses chutent et changent, à quelle vitesse elles chutent, sur cette base objective. Alors maintenant, vous allez devoir prétendre qu'il y a quelque chose de plus que vous ne pouvez pas vérifier. Mais nous pouvons en fait vérifier notre position sur la base de preuves empiriques. Utilisons le rasoir d'Occam. N'oubliez pas que cela nécessite le moins d'hypothèses. Nous allons donc nous contenter des preuves réelles. Et aussi, pour avoir un champ électrique vertical avec des lignes équipotentielles, vous devez en fait avoir ce qu'on appelle une surface gaussienne. Je vais expliquer ça rapidement. Dans la loi de Gauss, vous avez ce qu'on appelle des surfaces gaussiennes. Et elles sont également utilisées comme construction mathématique ou hypothétique. Mais lorsque vous faites une démonstration physique, disons d'un champ électrique uniforme, vous aurez besoin de véritables plaques physiques pour entretenir ces surfaces. Et elles doivent être parallèles les unes aux autres et perpendiculaires au champ. Eh bien, sur Terre, nous avons un champ électrique vertical. Alors, qu'est-ce qui est perpendiculaire à la verticale ? C'est bien sûr l'horizontale. Donc pour avoir le champ électrique équipotentiel réel dont nous disposons, il doit y avoir un certain type de conteneur au-dessus de nous. Il doit être parallèle à la surface et doit être horizontal. Ce ne sont que des faits. Donc cet argument-là, ce fait à lui seul, élimine l'affirmation de la géométrie sphérique. Il élimine l'affirmation entre guillemets sur la gravité, il élimine l'affirmation selon laquelle nous vivons sur une balle dans le vide, d'accord ? Cela fait 6 minutes et nous pourrons y revenir. Et encore une fois, ce sont les cours Feynman. C'est le 9.1, je crois. Et il s'agit d'électricité atmosphérique. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez vérifier les mesures vous-même. Vous pouvez sortir et vérifier vous-même et y faire fonctionner des générateurs. Donc, pour le temps qui nous reste, ce que je vais faire, c'est revenir sur quelques points qu'il a dit. Le mouvement rétrograde n'est pas exclusif à la Terre en orbite autour du Soleil. En fait, pour penser que c'est le cas, il faudrait ne pas croire au modèle actuel qui utilise la relativité et dit en fait qu'il existe une équivalence cinématique entre une position stationnaire géocentrique et un modèle héliocentrique. C'est-à-dire tous les mouvements planétaires, tous les motifs géométriques sont équivalents dans les deux modèles. Ils sont également valables. Einstein vous le dira à brûle-pourpoint dans tous ses articles. Il l'a dit. Il y a donc la cinématique, la façon dont les corps se déplacent les uns par rapport aux autres. Et puis il y a la dynamique, qui est la force supposée qui les pousse à se déplacer dans cette direction, d'accord ? La gravité serait la revendication, la dynamique. Et puis la cinématique est la façon dont elle se déplace. Rétrograde serait une observation cinématique, d'accord ? Les planètes semblent reculer. Bien sûr, il existe de multiples explications, dont l'une est que nous mesurons les planètes par rapport aux étoiles d'arrière-plan. Donc si les planètes ralentissaient de temps en temps, elles sembleraient, de notre point de vue, reculer par rapport aux étoiles d'arrière-plan. Il y en a un beaucoup plus populaire et connu depuis longtemps, qui vient du système tychonique. C'est Tycho Brahe, d'où Kepler et tout le monde ont obtenu leurs données en premier lieu, d'accord ? Et Tycho Brahe, ou un système néotychonique, dirait que les planètes se déplacent autour du Soleil, alors que tout ce système se déplace autour de la Terre. Vous auriez alors exactement la même explication d'un modèle héliocentrique, à savoir qu'il semble qu'il recule parce qu'il se déplace par rapport au Soleil, d'accord ? Et puis vous avez les planètes internes, etc. Il existe donc une équivalence cinématique avec rétrogradation qui n'est pas du tout exclusif à la Terre volant autour du Soleil. En fait, le déplacement du périhélie de Mercure vous montre que leur modèle ne fonctionne même pas. La gravité ne fonctionne même pas. Elle n'a toujours pas été expliquée à ce jour, d'accord ? Et nous approfondirons ce sujet, j'espère. Mais pour les éclipses lunaires, il a dit que seule la forme qui puisse avoir cela est une sphère. Vous pouvez, bien sûr, placer n'importe quoi devant quelque chose qui prend une forme sphérique, qui pourrait être du plasma. Si vous regardez la lumière de loin, elle ressemble à une sphère, n'est-ce pas ? Il y a un rayon de lumière, radius. Ainsi, toute source de lumière vue de loin ressemblera à une sphère, car elle a un rayon de lumière. D'accord ? L'éclairage. Pareil avec les planètes et tout. Mais cela mis à part, vous pourriez prendre un cylindre et le déplacer devant la Lune et cela créerait une ombre circulaire. Cela a été reproduit à plusieurs reprises. Si vous n'en avez jamais entendu parler, cela ne vous semble peut-être pas familier, mais c'est un fait. Vous pourriez prendre n'importe quelle forme et la déplacer devant elle et provoquer l'ombre circulaire. Et en fait, les éclipses lunaires démystifient le globe, comme nous avons les éclipses sélénélions, où le Soleil et la Lune sont tous deux au-dessus de la Terre pendant l'éclipse, lorsque la Terre bloque la lumière du Soleil, projetant une ombre sur la Lune, ce qui est une impossibilité géométrique. C'est encore une autre occasion où nous jetterons le rasoir d'Occam, j'en suis sûre, car le rasoir d'Occam est le pire ennemi du globe. L'étoile polaire ne peut pas être vue depuis l'extrême sud, c'est exact, car on ne peut pas voir éternellement sur une Terre plane. Et chaque fois que toutes ces choses étaient appelées prédictions du globe, elles sont en fait que simplement nous avons regardé le ciel, nous l'avons enregistré sur des centaines, voire des milliers d'années, puis nous avons conçu un modèle de globe terrestre basé sur les observations célestes.
C'est littéralement ainsi que nous l'avons fait. Ce serait donc le contraire de la prédiction. Ce serait littéralement le contraire. Donc si vous dites « Hey, regarde, je vais regarder tout le ciel et ensuite me créer un modèle de la Terre dans la tête étant un globe. » Alors je vais dire « Hey, regarde, le globe prédit ce qui se passe dans le ciel. » C'est un envers hilarant. Il s'agit donc d'une post-diction, pas d'une prédiction. Et en fait, nous pouvons parfois voir Polaris sous l'équateur, ce qui est également une impossibilité géométrique sur le globe. Et c'est là que le rasoir d'Occam sera à nouveau jeté, et ils commenceront à trouver des excuses, des plaidoiries spéciales, des rationalisations post-hoc, etc. Le temps de vol utilise en fait le GPS qui utilise une direction privilégiée. Ils effectuent des corrections de méridiens. Ainsi, dans le sud, ils utilisent le GPS pour connaître les distances. Ils effectuent des corrections méridiennes en soustrayant les distances supérieures à 69 miles et en tenant compte de la direction préférée de la mer, en fait de la nature véritable de la mer. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit, la gravité n'est pas la masse attirant la masse. C'est archaïque. Donc pendant la dernière minute et demie, je vais vous expliquer cela. La plupart des gens qui prétendent que la Terre est un globe qui vole autour du Soleil évoquent tous Newton, la masse attirant la masse. On ne peut pas croire à la fois à la mécanique newtonienne et au modèle héliocentrique. C'est un fait, car l'expérience Michelson-Morley n'a pas détecté l'orbite de la Terre. Et s'il y a une force agissant sur la Terre qui la fait entrer dans un mouvement circulaire, vous détecteriez ce mouvement circulaire par interférométrie. C'est ça l'effet Sagnac. Nous n'avons pas détecté l'orbite. Einstein est arrivé et a sauvé la situation en disant « Oh, eh bien, en fait, la Terre est en chute libre selon une trajectoire linéaire dans la courbure de l'espace-temps, selon une trajectoire géodésique. C'est pourquoi vous n'avez pas pu le détecter. » Ce qui signifie littéralement, soit vous choisissez la mécanique newtonienne, soit la Terre tourne autour du Soleil. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et en fait, si vous faites quelque chose avec la mécanique orbitale, l'ingénierie aérospatiale ou quelque chose comme ça, ils utilisent la mécanique newtonienne. Donc, si cela devait être vrai, ce que vous traitez en fait comme une ellipse par rapport à notre position, cela serait littéralement la preuve d'une Terre stationnaire. Parce que si la mécanique newtonienne était vraie, la Terre ne pourrait pas tourner autour du Soleil. Cela me rend donc très perplexe que les gens en parlent, bien sûr. De plus, il n'y a pas de variable temporelle. La gravité devrait être instantanée. Il faudrait avoir une action instantanée à distance, comme le disait Newton. Il n'a même pas proposé de cause. Il a dit que ce devait être Dieu qui le faisait, etc., etc. Je sais que c'était beaucoup. J'essaie de ne pas aller trop vite. Nous pouvons entrer plus dans les détails. Mais le rasoir d'Occam, il me reste 10 secondes, est que la Terre est un plan topographique stationnaire et que la Terre est au centre du cosmos. Tout bouge autour de nous tout au long de l'histoire enregistrée. Il faut en fait faire des tonnes d'hypothèses pour expliquer que ce ne sont que des illusions. Bien chronométré, Whitsitt. Merci beaucoup à vous deux pour vos déclarations préliminaires. Did you know that we know the mass of the planets? I can show you how science has confirmed the mass of celestial objects by explaining Newton's universal law of gravitation. The paths and orbits of the celestial objects only work because of gravity, right? Wrong! Kepler's third law says that the square of the period of the planets is proportional to the cube of the radius. This was discovered almost 400 years ago. It is not well known that you can actually derive Kepler's third law from Newton's law, the force of gravity on any planet. When a heliocentrist claims they know the mass of solar bodies, this is how they calculated it. This mass of the planet times its radius times its angular velocity squared. The angle of velocity is 2 pi over t, where t is the period. So you can derive Kepler's law from Newton's law. But notice that the mass of the planet disappears. It cancels out. And this is characteristic of when you have something that is kinematic, something that depends only on empirical observation and doesn't depend on a law of physics. Deriving orbits with Kepler's laws and Newton's constants turns out to be physically meaningless kinematic equations after all. G and M give you a proportionality to the periodicity of the observation, meaning these equations don't actually account for mass attracting mass at all, at least not in any meaningful way like we've been led to believe. It was just a kinematic equivalence with no physical meaning used to convince the masses of the power of scientism. It was derived using basic observations of the celestial bodies, and uses a form of scale invariance to proportionately scale the rest of the universe from a single stellar observation. One can observe, say, that the angular size of the Sun and Moon is approximately 31 or 32 arc-minutes, which is 0.53 degrees. You can then use this angular size to tell people that the Sun is 93 million miles away and 864,337 miles wide. However, they would not be aware that the same observation also works for a sun that is
229 million miles away, and 2 million miles wide. Using scale invariance, the same observation could also work for a sun that is 46,701,000 miles away and 432,000 miles wide. Do you see the trick? For more information on scaling invariance, check out Duran's video entitled, "Is Our Solar System Reality Scaling Invariance Says No?" For more information on the dynamic equivalence principle as it is applied to the heliocentric model, check out a video called In the Field, Robert Bennett, PhD, Episode 3. Thank you for watching. Keep searching for the truth. Do not be content with scientism.